Voici quelques petits détails techniques avant de commencer. Ce webinaire est enregistré. C'est la raison pour laquelle vos micros et vos caméras ont été coupés pour garantir une meilleure qualité pour tous les parents qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. En tout cas, sachez que si vous avez des questions qui vous viennent tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à utiliser un petit onglet qui s'appelle Discussion ou Chatbox en bas de votre écran et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On prendra un temps de questions-réponses à la fin pour répondre, bien évidemment. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous sommes 4 de l'équipe de Vision du Monde France. Je suis Pauline, donc j'animerai ce webinaire. Il y a Solange qui est notre co-animatrice et notre experte plutôt technique, donc elle vous aidera s'il y a des problèmes de son ou de vidéo. Nous avons Abassou qui est notre experte terrain et Mateline, notre experte parrainage. Donc, notre présentation, on va essayer de rester dans 40-45 minutes maximum et elle se déroulera en 4 parties. La première partie sera consacrée au pays de l'Arménie. On vous donnera quelques éléments de contexte social, les grands enjeux que vont rencontrer le pays et que rencontre actuellement. Et voilà pourquoi Vision du Monde avait décidé d'aider ce pays, comprendre un peu les défis socio-économiques qu'il rencontre. Dans un deuxième temps, on partira à la découverte du programme de Vardenis, donc notre programme arménien, pour mieux comprendre nos défis sur place, nos actions prioritaires et voilà concrètement quelles actions Vision du Monde met en place pour aider les populations vulnérables. Enfin, on fera un petit focus sur le Covid pour savoir quelle a été la situation sanitaire et quelle est la situation sanitaire sur place et comment Vision du Monde a aidé les populations arméniennes. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à toutes vos questions. Et donc, pour partir à la découverte de l'Arménie, je laisse la parole à Mateline. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Mateline, je travaille au service relations donateurs et je vais vous parler de l'Arménie en quelques mots, pays que certains d'entre vous connaissent déjà certainement. En tout cas, voilà, l'Arménie en quelques mots, c'est un petit pays dont la taille est équivalente à la taille de la Belgique. C'est un pays situé dans la région du Petit Caucase, en Asie occidentale. C'est l'un des pays les plus enclavés au monde. Il est entouré par la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran et n'a aucun accès à la mer. Enclavé également en raison de sa situation politique, il est en conflit avec 2 de ses voisins, la Turquie et l'Azerbaïdjan, ce qui a entraîné la fermeture de ses frontières pendant plusieurs années avec ces pays. Et également la frontière avec la Géorgie n'est que partiellement ouverte. D'un point de vue strictement géographique, l'Arménie fait donc partie de l'Asie, mais elle fait également partie culturellement de l'Europe orientale en raison de son histoire, de sa langue et de sa religion. D'ailleurs, concernant la religion, l'Arménie est considérée comme un berceau du christianisme et des civilisations indo-européennes. C'est le premier État chrétien à avoir adopté le christianisme comme religion officielle. Et donc, les Arméniens sont chrétiens, majoritairement apostoliques et dans une moindre mesure catholiques et protestants. De ce fait, l'Arménie s'est constituée un riche patrimoine architectural fait de monastères, d'églises, de chapelles et compte 3 sites inscrits au patrimoine mondial, sites que vous pouvez apercevoir sur votre écran. D'un point de vue politique, l'Arménie est une ancienne république socialiste soviétique qui devient indépendante en 1991 au moment de la désintégration de l'Union soviétique. Comme je disais tout à l'heure, elle est en conflit avec 2 de ses voisins, la Turquie et l'Azerbaïdjan. La Turquie, les relations sont tendues par un certain nombre de questions historiques et politiques, et en particulier le génocide arménien qui est survenu entre 1915 et 1916 et que la Turquie refuse de reconnaître. Faut savoir quand même que l'Arménie et la Turquie se sont finalement mis d'accord le 1er juillet de cette année sur un processus d'ouverture des frontières terrestres
pour les ressortissants de pays tiers. Et donc, normalement, le commerce direct entre les deux pays devrait commencer dès que possible. En ce qui concerne l'Azerbaïdjan, le conflit tourne autour du Haut-Karabakh, qui appartient à l'Azerbaïdjan et dans lequel habitent des Arméniens. Donc, cette guerre oppose la République autoproclamée du Haut-Karabakh, soutenue par l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, qui est soutenu, lui, par la Turquie, pour le contrôle de cette région. Haut-Karabakh, qui actuellement est un État non reconnu par la communauté internationale. Le bilan de la guerre est très lourd. Environ 6 000 personnes y laissent leur vie et des quartiers entiers ont été détruits. D'un point de vue économique, l'économie de l'Arménie est basée sur l'agriculture, l'exploitation minière et les télécoms. L'instabilité politique, forcément, n'aide pas les investissements étrangers. Il faut savoir que l'Arménie a été épargnée par la crise mondiale en raison de la faible intégration de son secteur bancaire, mais par la suite, comme elle est très dépendante de l'extérieur, elle a été fortement impactée par la crise financière de 2008 et plus particulièrement par la dégradation de la situation financière en Russie, qui est son principal partenaire commercial et financier. Donc, elle a eu une phase de croissance assez rapide au début des années 2000, pendant laquelle l'Arménie s'est lancée dans une politique de modernisation de son économie. Mais depuis, la récession économique en Russie a freiné son expansion. Et forcément, la fermeture des frontières avec ses voisins n'a pas aidé. La crise économique provoquée par la pandémie du Covid non plus. Et puis, le conflit armé avec l'Azerbaïdjan ont fortement réduit la croissance. Et ça a mis en évidence également la forte dépendance du pays vis-à-vis des envois de fonds des diasporas. En ce qui concerne les défis rencontrés par le pays, faut savoir que les conditions de logement sont particulièrement difficiles en Arménie. Déjà, d'une part, parce que les hivers sont très rudes, mais les maisons sont également très mal isolées. Il n'y a pas de normes d'isolation en Arménie. Et puis, il y a la hausse perpétuelle du coût de l'électricité qui n'arrange pas les choses. C'est un pays, population qui est touchée par une grande pauvreté. Il y a de très fortes inégalités dans la répartition des richesses, notamment entre les villes et les campagnes qui sont beaucoup plus précaires. Et à cela s'ajoute une crise démographique de plus en plus inquiétante. La population continue à diminuer en raison du contexte économique, social, géopolitique. Il y a des dizaines de milliers d'Arméniens qui quittent chaque année le pays. En ce qui concerne la pauvreté, 42% des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 5% vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Donc forcément, ça n'aide pas à accéder aux services de santé. Il y a de très grosses difficultés d'accès aux soins, notamment pour les familles qui se trouvent dans les montagnes, qui sont assez isolées géographiquement. Et ces familles souvent manquent de ressources pour pouvoir se rendre aux villes les plus proches et pour pouvoir se faire soigner. En termes d'éducation, les infrastructures scolaires sont déplorables dans certains villages. Il n'y a pas de chauffage dans les écoles, des sanitaires insalubres, un manque de matériel criant. Il y a également le nombre d'écoles maternelles qui est en baisse. Il faut savoir que l'école est obligatoire en Arménie à partir de 5-6 ans. Mais avant cela, il n'y a pas vraiment de crèche ou quasiment peu d'écoles maternelles. Les petits vont généralement au jardin d'enfants quand ils ont de la chance à partir d'un an et demi. Mais il faut savoir que près de 80% des enfants en âge préscolaire sont contraints de rester chez eux. Et puis, les enfants les plus vulnérables, les enfants en situation d'handicap, leur situation est déplorable. Généralement, ces familles sont mal considérées, isolées, voire parfois même discriminées. Et les structures médicales et sociales de prise en charge sont totalement insuffisantes. Un petit mot également sur les mariages précoces. Les données de l'ONU estiment qu'une jeune fille sur 10 en Arménie est mariée avant l'âge de 18 ans. Donc forcément, ça a des répercussions négatives sur leur santé, leur développement, l'exercice de leurs droits. Voilà, ce sont des jeunes filles qui peuvent être amenées à arrêter leur scolarisation, à avoir des risques de grossesse précoce qui peuvent être dangereuses en termes de santé pour les nouveau-nés ainsi que pour les jeunes mamans, notamment avec des faibles poids de naissance, des naissances prématurées et parfois même des affections néonatales assez graves. Donc voilà pour les défis sociaux rencontrés par ce pays.
Alors, un petit test pour voir vos connaissances sur ce pays. Normalement, vous allez recevoir un petit quiz automatique. Voilà, on voulait vous poser la question, selon vous, pour quel type d'artisanat l'Arménie est-elle le plus connue et réputée? Est-ce que ce sont les tissages de tapis, la céramique ou la création de poupées? Vous pouvez y participer, on va attendre que tout le monde participe. Eh bien, une grande majorité a répondu correctement, puisque, en effet, on pourrait dire que c'est les trois, à vrai dire, puisque la renommée des tapis arméniens n'est plus à faire. C'est un objet culturel et un élément clé de la décoration intérieure dans le pays. C'est sans doute le cadeau ou le souvenir le plus typique que vous pouvez ramener de votre voyage. Mais voilà, l'Arménie est aussi connue pour sa céramique et ses petites poupées. Voilà, merci beaucoup Mathilde pour ce voyage en Arménie, et je laisse désormais la parole à Abassou qui va nous donner plus de détails sur notre programme de parrainage à Vardenis. Oui, merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Abassou, je suis directrice des programmes de Vision du Monde. Donc, mon travail est de coordonner l'action des chargés de programme qui sont directement en lien avec les équipes de terrain. Donc, l'Arménie, j'ai désiré continuer à travailler avec l'Arménie pour des questions voilà, historiques. Et c'est un de nos programmes qui est assez phare et qui est un peu particulier. Comme vous l'a expliqué Madeline, elle vous a présenté un petit peu la géographie et le contexte social général à l'Arménie. Moi, je me concentrais un peu plus sur Vardenis et sur Vision du Monde, comment nous travaillons à Vardenis, quels sont les challenges que nous avons rencontrés et quelles sont les solutions que nous avons essayé d'y apporter tout au long du programme, qui est toujours en train de continuer de vivre. Même si, vous le savez, ces quelques années, elles ont été particulières du fait de la pandémie Covid-19, mais aussi du conflit avec l'Azerbaïdjan. Mathilde en a parlé un petit peu auparavant, mais qui a eu un impact aussi sur la vie de notre programme, mais je vais l'expliquer un peu plus en détail plus tard. Pour un petit peu de contexte, pour vous expliquer un petit peu comment Vision du Monde a commencé à travailler en Arménie. Alors, c'est un programme, c'est une situation un peu classique, malheureusement, mais Vision du Monde choisit d'intervenir un pays quand il y a une situation un peu particulière, une catastrophe, une guerre, un conflit. Et pour le cas de l'Arménie, c'était une catastrophe naturelle. C'était dans les années 88. Pour ceux qui sont à peu près âgés, comment on en a entendu parler, le tremblement de terre qui était dans la région de Gyurmiri, qui a fait plus de 25 000 victimes. Ça a été très médiatisé en France via aussi le chanteur Aznavour, etc. etc. Donc, on est intervenu pour apporter de l'aide aux victimes, donc situation d'urgence, et puis on a décidé de rester parce que l'Arménie est un pays qui a beaucoup souffert du retrait, de l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90 et où l'économie s'est plutôt effondrée et a fait face à beaucoup de difficultés. Et aussi dans la foulée d'un premier conflit avec l'Azerbaïdjan qui est entre 1988 et 1994 où l'Arménie et les Azéris azerbaïdjanais se sont combattus et finalement ça a eu des conséquences assez dramatiques pour les populations. Donc, ce qui s'est passé dernièrement en septembre 2020 est une résurgence de ce qui s'était passé auparavant, mais qui a eu des conséquences. Je vais y revenir plus tard. Mais donc, le programme de Vision du Monde a commencé en 88, donc vraiment sur l'urgence post-tremblement de terre. Et on a lancé nos premiers programmes de parrainage, justement dans la région qui avait été le plus touchée par le tremblement de terre, qui est Gyurmiri.
Et on a continué. Et aujourd'hui, Vision du Monde, c'est plus de 14 programmes de développement, plus de 110 000 bénéficiaires. Et on est répartis un peu partout en Arménie. Pour le programme de Vardenis, qui est le programme que vous soutenez, il est situé à l'est du pays. Et c'est comme l'a dit Mateline, l'Arménie, c'est un pays enclavé. Mais notre programme de Vardenis, il est encore plus enclavé parce qu'il se trouve entre le lac Sevan à gauche et la frontière avec l'Azerbaïdjan à droite. Et ça a eu des conséquences parce que le programme, finalement, il est composé d'une population un peu mixte, où au début, il y avait des populations ici d'Azerbaïdjan et des Arméniens. Et quand il y a eu le conflit, les Azeris ont été chassés et ce sont des Arméniens qui sont revenus. Mais c'est des Arméniens qui vivaient de l'autre côté de la frontière et qui n'étaient pas du tout habitués au contexte rural, etc., qui sont venus s'installer. Et donc, avec un peu toujours l'espoir de retourner de l'autre côté de la frontière. Donc, voilà, en se disant, c'est une situation temporaire, etc., etc. Donc, il a fallu s'adapter à cette situation avec ces communautés-là et essayer de les aider à s'installer et à peut-être s'installer dans la durée. Donc voilà, donc l'enclavement, mais c'est aussi un territoire assez, c'est un pays continental, avec des températures assez rudes. Pendant l'hiver, les températures peuvent aller jusqu'à moins 35 degrés, puis pendant l'été, à plus 40. Donc voilà, c'est un territoire rude, pas facile, et l'agriculture aussi, qui a une application sur l'agriculture. Mais le lac Sevan est aussi une chance parce que ça permet aussi des débouchés au niveau touristique, etc., etc. Donc, voilà pour le contexte un peu géographique et géopolitique autour de la région de Vardenis, enfin du programme de Vardenis qui est compris dans la région de Gegharkunik. Mais c'est aussi une des régions prioritaires pour nous, Vision du Monde, parce que c'est une des régions les moins peuplées, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, et aussi une des régions les plus pauvres d'Arménie. Quand on a commencé le programme, plus de 37% de la population de Vardenis était touchée par la pauvreté. Donc voilà, donc c'était vraiment les défis qu'on a rencontrés, et le principal défi était le chômage, du fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'effondrement de l'Union soviétique et de toutes les conséquences que ça a eu sur l'économie du pays, mais c'est aussi les structures de santé qui étaient très pauvres. Mateline l'a évoqué tout à l'heure, c'est un problème général au pays, mais aussi très fort dans la région de Gegharkunik et donc de Vardenis. Et c'était aussi l'éducation. Donc, on a essayé de se focaliser sur ces trois thématiques. Et en plus, la protection des enfants. Vous savez que Vision du Monde est une association de parrainage d'enfants. Vous parrainez des enfants. Donc, on est très centré sur le bien-être des enfants et sur tous les moyens qui permettent de les protéger. Donc, la santé en fait partie. Donc, au début, quand on a commencé le programme, c'était vraiment ça. On était très axé en 2004, la santé, 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 permettre à la population de Vardenis de pouvoir avoir accès aux structures de santé, de pouvoir se soigner. Donc, on a mis en place des structures mobiles où c'était les médecins qui allaient à la rencontre des familles et pour leur permettre de dépister les enfants qui étaient en situation de malnutrition, de permettre aux jeunes mamans aussi d'avoir des visites de suivi. Et puis aussi, de l'autre côté, c'était aussi former et accompagner les professionnels de santé. Donc, on s'est vraiment focalisé sur ça. Et on a continué la santé quand on a commencé à installer des bonnes habitudes de santé, etc., de former aussi, de sensibiliser les communautés, l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, l'importance de suivre les visites anténatales pendant tout le suivi de la grossesse, mais après de continuer les visites pour que les enfants puissent être vaccinés. Nous, en France, toutes les mamans le savent, hein, la première année de vie de nos enfants est jalonnée par les visites chez le médecin pour les vaccins, etc., etc. Ce n'était pas forcément le cas en Arménie, où les femmes n'avaient pas forcément connaissance de tout ce suivi-là et où n'avaient pas accès forcément à ces structures de santé. Donc voilà, c'était beaucoup de séances de sensibilisation, mais aussi de renforcement des structures de santé. Alors,
les séances de sensibilisation, elles sont mises en place par des professionnels de santé qu'on accompagne. Et c'est à travers, nous, notre approche Go Baby Go qui c'est vraiment, venez au centre de santé, ayez aussi les mamans un endroit pour discuter de vos problématiques, de vos inquiétudes. Et là, il y a des professionnels de santé qui sont là pour répondre à toutes les questions. Moi, j'ai eu la chance de me rendre en Arménie et de pouvoir participer à ces discussions-là. Et c'est vraiment formateur parce qu'elles ont plein de questions, les mamans, plein d'inquiétudes. Et puis des fois, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément très positive par rapport aux santé et à l'éducation des enfants. Et donc là, c'est aussi un lieu de discussion, un lieu de soins, mais aussi un lieu de discussion et puis de rassurer les mamans. Elles se rencontrent aussi, de créer aussi des solidarités. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup aussi c'est une population mixte à Vardenis, d'Arméniens qui vivaient à Vardenis, mais aussi d'Arméniens qui vivaient de l'autre côté de la frontière en Azerbaïdjan, au Karabakh, et qui sont revenus. Donc, il n'y a pas forcément des fois ces liens entre les communautés et entre les mamans. Et là, ça les permet aussi, c'est des lieux aussi de rencontres. Donc, c'est aussi comment préparer un repas qui est adapté aussi à l'âge de leurs enfants et qui est équilibré. Donc, c'était vraiment cet aspect-là, santé. Donc, les infrastructures, renforcer le personnel et renforcer aussi les familles pour qu'elles puissent donner le meilleur soin, apporter le meilleur soin à leurs enfants. Pour exemple, quand on a commencé, il y avait moins de 50% des mamans qui pratiquaient l'allaitement. Et là, c'est plus de 73%. Alors, ce n'est pas l'allaitement pour l'allaitement. Hein, elles peuvent aussi donner le biberon, etc., etc. Mais souvent, quand on est dans... C'est plus pratique quand il y a des états de pauvreté ou d'accès à l'eau un peu compliqués. Ça permet vraiment d'améliorer la santé des enfants et d'éviter... forcément, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter du lait en poudre, etc., etc., d'avoir des bonnes conditions de conservation de l'eau, d'éviter certaines maladies liées à l'eau et de bien nourrir les enfants. Et c'était pareil pour les visites anténatales dont je vous ai parlé précédemment. Eh bien, il n'y avait que moins d'un tiers, à peu près 30% des mamans qui faisaient ces visites. Et puis là, on est à plus de 54%. Donc, on continue les efforts et tout. C'est plus la moitié des mamans qui vont régulièrement à l'hôpital, chez le médecin pour faire suivre leurs enfants, avant leur santé avant la naissance de leur bébé. Le deuxième point vraiment qui était prioritaire, c'est l'éducation. Pareil, on a travaillé sur les structures d'éducation, équiper les écoles, etc. La formation aussi des professeurs. Il était important pour nous aussi de former les professeurs aux bonnes pratiques éducatives, d'avoir une éducation un peu plus positive, laisser un peu de côté les pratiques néfastes, un peu plus... je dirais dures, voire violentes envers les enfants. Et puis, c'était aussi d'impliquer aussi les parents dans l'éducation des enfants. On sait très bien que c'est important pour la motivation des enfants et pour tout ce qui est les connaissances, renforcer les connaissances, que les parents soient aussi actifs dans l'éducation des enfants. Donc, il y avait aussi cette formation-là et ces moments d'échange parents-enfants et dans l'école. Et Maclean en a parlé également aussi de tout ce qui était... jardin d'enfants, la faiblesse de l'accès au jardin d'enfants, c'était aussi permettre cet accès-là. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. On a mis en place ce que nous, on appelle des accueils de jour, parce que les enfants aussi peuvent être accueillis. Et puis, ça permet aussi de les soutenir, de mettre en place aussi, je vous parlais de l'école, de faire le lien entre l'école et les parents, de recevoir les parents, de les sensibiliser aux bonnes pratiques éducatives, mais aussi de permettre aux enfants aussi d'être nourris, parce qu'on sait très bien, on leur fournit aussi des repas dans ces centres d'accueil de jour et des repas équilibrés. Donc, ça a aussi cet aspect aussi protection et santé au sein des accueils de jour. C'est très important. Et donc aussi, quand je parle de protection, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment les méthodes éducatives positives et puis aussi sensibilisation. On sait qu'en Arménie, il y avait aussi des problèmes sur les filles, la valorisation aussi d'avoir des jeunes filles et de les protéger et de leur donner accès aussi à l'éducation.
Donc, c'est très important. Et il y avait ce volet-là aussi d'éducation inclusive aussi qui était important pour nous parce que malheureusement, en Arménie, les enfants avec des besoins spécifiques étaient souvent mis de côté parce que souvent les parents n'avaient pas la connaissance du fait que ces enfants pouvaient avoir et ont droit à une éducation et aussi d'avoir des structures qui pouvaient les accueillir. Donc, les accueillir dans les écoles, mais aussi les accueillir dans des structures spécifiques, donc à travers aussi l'association Asgard-Vard, désolée pour ma prononciation, qui a mis en place aussi un centre où on accueille les enfants avec des besoins spécifiques, avec des psychomotriciennes. Donc, on soutient cette activité-là. J'ai pu rencontrer la dame, c'est une petite dame très dynamique, etc. Et puis, elle met en place aussi des activités génératrices de revenus pour pouvoir faire perdurer dans le temps cette activité-là, après le soutien de Vision du Monde. Donc, voilà, on accueille les enfants aussi avec les besoins spécifiques. On met en place aussi des choses pour qu'ils puissent être accueillis dans les écoles de façon positive et aussi, aussi faire en sorte que les enseignants soient formés, mais aussi que les enfants aussi les accueillent positivement. Donc, on a aussi ces approches, les chemins de la paix, où on fait aussi des camps avec les enfants, voilà, où on a des activités qui sont aussi récréatives, mais aussi où les enfants peuvent s'exprimer, peuvent exprimer leurs besoins, peuvent exprimer aussi leurs craintes. Et malheureusement, avec la guerre, le conflit avec l'Azerbaïdjan, beaucoup d'enfants étaient un peu traumatisés parce qu'il y a eu des bombardements, etc., etc. Donc, c'était aussi des moments où ils peuvent souffler, où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent parler. Et où ici, nous, ça nous permet aussi de faire du suivi psychosocial autour de ces enfants. On l'a beaucoup fait là par rapport à la guerre et d'accompagner ces enfants qui sont un peu traumatisés. Et on a des témoignages très sympathiques où les enfants avaient peur de retourner à l'école. Et voilà, on a pu les accompagner et qui retournent à l'école un peu plus libérés et moins dans la crainte. Le troisième volet qui était une priorité aussi, c'était le développement économique d'activités génératrices de revenus, d'accompagner ces familles qui sont, entre guillemets, des familles de réfugiés, à faire en sorte qu'elles puissent aussi développer une activité, développer leurs revenus. Donc, on a travaillé avec des travailleurs sociaux, de mettre en place vraiment un maillage, un tissu de travailleurs sociaux qui puissent identifier ces familles et travailler avec elles. C'est très important d'avoir une approche globale, mais aussi d'avoir une approche ciblée. Et on a mis aussi en œuvre cette approche qui s'appelle graduation ou du développement progressif, où ça nous permet d'avoir une approche ciblée, mais par étapes, et d'accompagner les familles, d'avoir un accompagnement individualisé. Et on a commencé par des familles avec des dons d'animaux et pour commencer un petit élevage, et puis après la formation aussi financière, comment faire développer cet élevage, etc., etc., et accompagner les familles pour que ça s'inscrive dans la durée, pas juste leur donner des choses, mais voilà, qu'elles puissent aussi développer ce maillage-là avec les travailleurs sociaux qui s'ancrent dans la communauté et travailler avec le gouvernement local pour que ça continue, pour que, accompagner ces familles dans la durée et les sortir progressivement de la pauvreté. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, il y a cette association Social Dialogue qui s'est créée, qui est une association locale de travailleurs sociaux qui a commencé son travail en 2018, si je ne vous dis pas de bêtises, et qui continue ce travail-là, accompagner des équipes de Vision du Monde pour accompagner les familles. Donc, c'est très important pour nous vraiment de s'inscrire dans la durée et d'avoir cette approche de transfert de compétences, que les familles puissent régler les problèmes par elles-mêmes après l'accompagnement fait par Vision du Monde. C'était une cartographie, établir une cartographie des familles les plus vulnérables, travailler avec elles, travailler avec les enfants pour les accompagner. Et ça nous permettait aussi de travailler aussi beaucoup aussi avec les jeunes. Aussi, c'était important pour nous, travailler avec les enfants, l'éducation, travailler avec les familles, travailler aussi avec les jeunes, parce que malheureusement, en Arménie, ce sont les jeunes qui souffrent le plus du chômage, à 70%. Donc, l'idée, c'était de leur offrir des lieux de dialogue,
mais aussi des possibilités de développer des activités économiques, d'avoir des lieux de discussion, d'échange, d'ouvrir un peu leurs possibilités. Donc, il y a ces associations Sky qui ont commencé en 2017, où il y a plus de 45 jeunes qui sont en groupe et qui développent des activités, qui travaillent aussi avec les autorités locales. Certains jeunes ont développé aussi des activités économiques, notamment autour de la cuisine et de la boulangerie. Ils ont reçu un prêt, ils ont développé leur petite activité. Donc voilà, et il y a Sky, donc voilà, qui promeut le développement et l'employabilité de la jeunesse. Et puis Impact, qui est plutôt voilà un lieu de discussion où ils échangent des idées, du partage de connaissances et d'expériences. Et ils ont plein d'idées, développer des activités un peu autour du tourisme, autour du lac Sevan, qui est un très beau lac. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller en Arménie et à Vardenis avant la pandémie. Voilà, c'est un très beau lac et on peut développer des activités de tourisme autour. Ils ont cette idée-là, mais aussi travailler aussi autour de l'informatique. Ils ont plein d'idées. Donc, c'était vraiment ça, sortir les jeunes de ce chômage et puis aussi de cette envie aussi de quitter la région, parce que de ce fait-là aussi, les jeunes quittent beaucoup la région de Vardenis, en tout cas quitter aussi l'Arménie. Donc, il y avait vraiment cette envie-là de développer vraiment en 360 degrés autour des communautés de Vardenis, la santé, l'éducation et la protection qui sont vraiment centrales, et tout ce qui est le développement d'activités de revenus et les jeunes pour lutter contre le chômage et travailler autour vraiment des familles de l'Arménie et de Vardenis en particulier. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. C'était très illustré comme vous pouvez le voir sur les photos. Je suis sur une des photos, vous pouvez me distinguer sur la slide. Et là, c'était un groupe de jeunes. Ça vous donne aussi des illustrations, aussi des réunions que l'on faisait avec ces groupes de jeunes, etc., sur l'échange de connaissances, sur l'approche impact, comment partager les expériences. Et puis là, vous voyez un petit peu, je vous ai parlé de l'approche graduation de développement progressif avec le don d'animaux et puis le début de développement d'activités économiques pour les familles. Ce sont des exemples. Je ne peux pas parler de tout parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais l'horloge tourne. Et puis pour vous laisser la place aussi à des questions. Je pense que c'est Pauline, pour mémoire, c'est toi qui parles du Covid, mais je m'arrêtais là, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci beaucoup, Abassou. Alors, on a quand même une petite vidéo de la responsable de programme sur place qui avait un petit message pour vous, et le message est en français. Bonjour, je suis Charing, responsable des programmes du Vision du Monde Arménie. Je voudrais tout d'abord remercier les donateurs de France, grâce à qui nous avons pu commencer le programme à Vardenis en 2006. Notre programme à Vardenis opère dans une communauté urbaine et 33 communautés rurales du Mas de Kerakouni, qui est l'une des régions les plus pauvres d'Arménie. En 2006, quand notre organisation a commencé le programme, nos priorités ont été la pauvreté, le taux de chômage et l'absence d'infrastructures, surtout dans les secteurs de santé et d'éducation. Bien sûr, tout ça allait nous servir à protéger les droits des enfants, à avoir accès aux services nécessaires. Nous avons commencé à créer des conditions favorables aux enfants pour les écoles maternelles et primaires. On a rénové des écoles, équipé des classes et aussi organisé des activités extracurriculaires. Au niveau de la santé, il y avait une absence totale des centres médicaux dans les villages. Si vous pouvez imaginer, même dans l'hôpital de la ville de Vardenis, il n'y avait pas de département pédiatrique. Vision du Monde a donc rénové tous les centres médicaux dans toutes les communautés et surtout le département pédiatrique de l'hôpital de Vardenis. Aujourd'hui, plus que jamais, Vardenis a besoin de notre aide
car la guerre en 2020 a mis notre pays devant un dégât incomparable. Vardenis est devenu carrément une région en bordure d'Azerbaïdjan et même les champs où les animaux paissent sont passés aux Azéris. Donc la pauvreté et le chômage ont encore relevé la tête. De toute façon, Vision du Monde, avec l'aide des parrains de France, est toujours à côté de la population et suit au jour le jour les familles et leurs problèmes quotidiens par l'intermédiaire des assistants sociaux. Nos assistances sont dédiées à aider les familles de devenir économiquement indépendantes. Les habitants de Vardenis ont tellement l'habitude de voir Vision du Monde à côté d'eux que même si d'autres organisations, quoiqu'il n'y en a pas beaucoup, font des projets, tout est perçu comme Vision du Monde. Aussi, quand ils voient des non-arméniens à Vardenis, ils sont convaincus que c'est des parrains de France. Merci à vous tous de donner une deuxième vie à nos enfants à Vardenis. C'est possible qu'il y avait un petit décalage entre le son et la vidéo, mais c'est lié à votre connexion, parce que je vois qu'il y a un commentaire qui dit que les paroles de cette dame ne correspondent pas au mouvement de ses lèvres, mais c'était bien elle qui parlait. Voilà, on continue cette présentation avec un petit focus sur l'impact de la pandémie mondiale en Arménie. L'Arménie n'a pas du tout été épargnée par cette pandémie. Un état d'urgence a été décrété en mars 2020 pour essayer de contenir la propagation de la maladie. Aujourd'hui, on compte plus de 430 000 cas depuis le début et environ 8 600 décès. Et en fait, la campagne de vaccination est assez lente et progressive. On n'a que un tiers de la population arménienne qui est aujourd'hui vaccinée. Donc, pendant toute la période des différents états d'urgence, nous, on a adapté toutes nos activités, mais c'est vrai que c'est un pays qui a eu la chance de ne pas être trop impacté par les distanciations sociales, mais qui a eu quand même, par rapport à d'autres pays où on a stoppé, par exemple, les échanges de courriers, stoppé beaucoup d'activités, c'est un pays où on a réussi à maintenir énormément de nos activités de parrainage. Nous avons bien sûr apporté une réponse d'urgence. On a permis de soutenir plus de 9 200 personnes face à la pandémie, dont 5 300 enfants. Notre réponse, elle consistait principalement en des campagnes de sensibilisation aux gestes barrières, des distributions de kits et des formations. En CIM, on a pu soutenir plus de 535 familles avec, par exemple, des colis alimentaires, des kits d'hygiène, des cartes Internet, des livrets informatifs sur les gestes barrières. On a équipé plus de 34 écoles, des jardins d'enfants et plus d'une trentaine de points médicaux aussi en matériel sanitaire, donc que ce soit des gels, du masque, des thermomètres. Vous commencez à connaître ce matériel. Et on a organisé des formations de personnel pour leur apprendre les gestes barrières, à la détection aussi du virus et la vaccination. Donc, c'était aussi bien des conseils individuels et des conseils collectifs sur l'hygiène, mais aussi la prévention de ce Covid. Voilà. Donc, actuellement, en plus de cela, vous savez, comme il y a eu le conflit avec l'Azerbaïdjan qui est juste à côté, il y avait des mouvements de population, donc c'était souvent assez difficile. Ça a été même impossible d'imposer un confinement strict, comme on a pu le connaître en France, dans cette région. Et voilà. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, on voulait partager avec vous de belles images. En effet, grâce à votre générosité à travers les dons, notamment au moment de Noël, on organise chaque année des grandes fêtes, des actes qui se traduisent par, vous allez voir, différents types d'activités. Et ce sont souvent des activités extrascolaires pour les enfants de Vardenis qui sont extrêmement rares, qui leur permettent de leur faire oublier le temps d'une journée ou d'une demi-journée, leurs conditions vulnérables. Dans cette région, les institutions gouvernementales ne sont pas du tout en mesure de proposer des loisirs créatifs ou des activités sportives en raison du manque de budget. Et donc, on considère que ces enfants sont, enfin, c'est pas on considère, c'est même, et les équipes sur place nous disent que ces enfants sont souvent privés du développement de leurs talents, de leurs compétences personnelles, qui sont plutôt essentielles pour se construire. Et donc, cet été, ces fêtes leur ont aussi permis d'oublier, comme le disait Abassou, le traumatisme d'après-guerre.
la crise sanitaire et l'aggravation de la pauvreté dans cette région. Et ça permet de créer de la cohésion entre les différentes communautés, les enfants, et de passer le temps d'une journée, demi-journée, un bon moment. Donc, on a une centaine d'enfants de 6 villages différents qui ont pu jouer ensemble à différents sports, leur apprenant l'esprit d'équipe, la compétition, et tout en s'amusant. On a fourni aussi à 6 écoles des ballons pour soutenir ces écoles à organiser des activités extrascolaires. Donc là, sur cette photo, sur ce premier slide, c'est un premier type d'activité qu'on peut organiser. Donc là, c'était plutôt à connotation sportive. Mais on en profite aussi pour fêter les anniversaires en été. Donc, par exemple, là, il y a plus de 730 enfants de 33 villages qui ont participé à des fêtes amusantes. Donc, ils ont pu jouer, danser avec leurs héros de dessins animés. Et les enfants se sentent particulièrement aimés et spéciaux ces jours-là parce qu'ils sont contents de recevoir des cartes, que ce soit des cartes à Noël ou que ce soit des cartes d'anniversaire ou bien tout au long de l'année. Vraiment, nos experts sur place, nos collègues sur place nous confient que c'est toujours un moment privilégié pour l'enfant où ils se sont soutenus même à des milliers de kilomètres. Il sent que quelqu'un pense à lui et il se sent particulier quand la personne de Vision du Monde arrive dans le village avec un colis et quelques cartes. Ils se sont privilégiés d'en recevoir une. Voilà, là, c'est quelques photos qui illustrent les fêtes de l'anniversaire. Mais il y a un autre type d'activité qu'on a pu organiser cet été, c'est plus porté culturel et ludique pour des plus grands. On a pu organiser par exemple la visite d'un cinéma où 140 enfants de 5 villages ont eu la chance de pouvoir aller au cinéma de Erevan. Et c'était très souvent la première fois qu'ils pénétraient dans un cinéma et qu'ils ont pu visionner un film. Et d'autres enfants plus jeunes pour eux, pour le coup, de 6 communautés ont participé à des excursions guidées sur le lac Sévan, qui est juste à côté, pour les familiariser avec l'histoire, la culture, etc. Et on organise aussi des activités plus ludiques, comme là, cette année, c'était sur le thème de la protection de l'environnement, où les enfants ont été d'une part sensibilisés à la gestion des déchets, qui est un grand défi dans la région d'ailleurs, et aussi sur le changement climatique, le respect de l'environnement. Et donc, par exemple, pendant toute une après-midi, plus de 100 enfants de 11 communautés ont participé à des séances de sensibilisation, mais aussi ils ont participé au nettoyage de ces déchets, à l'installation de panneaux d'information, etc. Et enfin, c'est aussi l'occasion, grâce à votre générosité, d'équiper des milliers d'enfants en matériel scolaire pour leur permettre de faire une rentrée plus sereine. Donc là, cette année, on a pu offrir à plus de 210 enfants des sacs à dos pour leur rentrée et plus de 1182 autres enfants ont reçu des t-shirts ou du matériel scolaire pour reprendre le chemin de l'école avec le sourire. Voilà. En tout cas, donc un grand merci pour votre générosité et on va prendre maintenant le temps de juste vous redonner quelques infos concernant le parrainage parce que je vois que dans les questions notamment, vous posez des questions sur l'échange de courrier. Donc, je vais redonner la parole à Madeleine qui va vous repréciser certaines choses. Oui, merci Pauline. En fait, pour écrire à votre filleule, donc vous le savez déjà, on vous demande d'envoyer vos courriers, vos colis directement en Arménie à l'adresse qu'on vous a communiquée au début de votre parrainage, que vous pouvez retrouver à l'écran. On vous demande d'envoyer vos courriers en anglais. Notre équipe sur place est en mesure de traduire de l'anglais à l'arménien et de la même manière, vous recevez les réponses de votre filleule en arménien accompagnées de sa traduction en anglais. Bien évidemment, si vous avez besoin d'une aide à la traduction, vous pouvez faire appel à notre bureau en France, nous envoyer vos courriers à traduire et on vous envoie la traduction en anglais. La même chose pour les courriers de votre filleule. Surtout, n'oubliez pas de bien mentionner la référence parrainage de votre filleule ainsi que votre référence marraine ou parrain dans chacun de vos envois. Ça permet à nos collègues de savoir à qui est destiné l'envoi, à quel enfant ils doivent le distribuer. Et puis, si jamais vous avez besoin qu'on vous redonne ces références parce que vous ne les avez pas sous la main, surtout n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email.
Voilà, on est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, que ce soit voilà, des questions sur votre filleul, sa famille, des questions par rapport aux envois que vous effectuez. Vous êtes censé recevoir un retour de votre filleul sous 4 mois environ. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous en informer. Nous, ça permet, on est en contact régulièrement avec l'équipe locale, donc ça nous permet de vérifier si vos envois sont bien arrivés, si une réponse de votre filleul vous a été envoyée. Donc surtout, n'hésitez pas, vous retrouvez notre numéro de téléphone ainsi que notre adresse mail sur votre écran. Merci beaucoup, Madeleine. Et du coup, on va essayer d'être rapide dans les questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous recevrez à la suite de ce webinaire un email avec le replay si vous avez manqué une partie et surtout les réponses à toutes vos questions. Je vais sélectionner du coup 2-3 réponses, je pense, qui intéresseront tout le monde en 2-3 questions. La première, c'est jusqu'à quel âge peut-on parrainer son filleul ou sa filleule? Madeleine, si tu veux y répondre. Oui, alors le parrainage dure généralement jusqu'à la majorité de l'enfant. Approximativement, c'est 18 ans. Cependant, effectivement, avant que l'enfant quitte le programme, notre équipe locale s'assure que l'enfant a terminé sa scolarité, notamment l'école secondaire. Voilà, s'assure que il peut désormais laisser sa place à un enfant plus jeune qui a davantage besoin de soutien. Donc, généralement, c'est 18 ans, mais parfois, en fonction de la situation, ça peut être 19 ans, voire 20 ans. Ça dépend vraiment de la situation personnelle de l'enfant. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais approximativement, c'est 18 ans. Ok. Et on a eu forcément la question Abassou qui te concerne. Pour nos parents se posent la question de la fermeture du programme. Qu'en est-il actuellement? Si tu as une réponse à leur apporter, étant donné le contexte. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, comme je l'ai lu, le contexte il est un peu particulier. Effectivement, il y a eu la pandémie Covid-19, il y a eu le conflit à Azerbaïdjan. Donc, en fait, on suit l'activité tout au long et on réévalue l'opportunité de continuer ou pas le programme chaque année. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de date à vous donner, mais vous savez que le programme de Valardoni, c'est un programme mature, donc on est plutôt vers la fin qu'en début. Mais vous ne vous inquiétez pas, on vous informera en temps et en heure de la fermeture du programme. Mais pour l'instant, on est toujours en monitor et on suit toujours l'opportunité. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Chaque année, on voit est-ce qu'on a l'opportunité de continuer ou de fermer. Mais donc, je n'ai pas encore de date précise à vous communiquer. Voilà, on a déjà dépassé le temps qu'on vous laisse fixer. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous transmettre encore vos questions et vos réponses, même par email. Et comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un email avec toutes les réponses à toutes vos questions. Un grand merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt.